Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui, nous sommes le mercredi 30, je crois, oui, 30 novembre 2022 et nous sommes toujours sur l'espace YouTube vidéo dédié à la mécanique universelle, le site sur lequel je développe l'idée selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, l'extase, la sagesse, la paix universelle, voilà, le bonheur. Et donc je m'appuie pour essayer de préciser les textes que j'ai déjà écrits. En gros, cette philosophie, si on peut l'appeler ainsi, c'est bouclé en l'espace de 2 ou 3 ans, en gros, 2 ans. De fin 1999 à 2002, je pense que voilà, j'avais fait le tour. La base a été faite en un mois. La structure, la base de la logique de cette théorie. Pourquoi l'évolution de l'humanité allait vers son ultime perfection et tout ce que ça a engendré comme concept à réfléchir. La présence du mal, qu'est-ce que c'était que la mort, qu'est-ce que c'est que la conscience, où est Dieu, est-ce que, voilà, je décris Dieu est dans l'atome, le mal est une nécessité nécessairement condamnable pour pouvoir évoluer. Voilà, la mort est la mort se déroule obligatoirement dans l'extase. Il y a un moment où l'esprit obligatoirement lâche prise et donc tombe dans l'état d'extase. Donc chaque mourant, en gros, est obligé de passer par l'état d'extase. Donc c'est assez faramineux parce que l'extase, l'extase permet d'abolir la peur de la mort. Donc il n'y a plus la mort dans l'extase. Et donc si le cerveau passe obligatoirement par une phase d'extase à un certain moment, à partir du moment où l'esprit lâche prise et accepte, il sait que c'est plus possible de résister, il va résister jusqu'au maximum qu'il peut résister, et puis il y a un moment où il prend conscience que c'est plus, qu'il n'y a plus à résister, c'est comme ça, et à ce moment-là, il passe dans cet état d'extase. Et donc dans cet état d'extase, il y a l'abolition de la mort, et donc et en plus la paix, la sérénité, etc. Donc il y a toujours un moment où l'esprit va traverser, je ne sais pas si c'est traverser ou finir, quoi qu'il arrive, dans un état d'absolue sérénité. Voilà, il y a un moment où c'est obligatoirement comme ça. L'esprit est encore un peu vivant, et enfin encore en agitation, en, en activité, et donc les derniers instants où ça peut se concrétiser, cet état d'extase, peut-être une heure avant, une journée avant, etc. Peu importe, ça dépend de chaque individu, en somme. Voilà. Et alors, je voulais entamer une réflexion à partir de cet ouvrage Friedrich Nietzsche, Vérités et mensonges au sens extramoral.
Voilà. Mais avant, je voulais faire une petite entrée en matière, avant d'entamer cette lecture et les digressions qui vont avec. Je voulais d'abord remercier un visiteur donc de ces vidéos qui m'a dit effectivement que c'était long, que je prenais trop de temps, etc., que c'était pénible, en fait, ça voulait dire ça, que c'était assez pénible à écouter, et il a absolument raison, j'en suis conscient. Et donc, il m'a dit ce qui serait bien, c'est d'écrire d'abord votre propos, et puis après de le lire, et comme ça, c'est plus simple. Et donc, j'ai essayé, je sais qu'au fond, c'est très compliqué pour moi, et là, j'ai essayé de le faire pour cet ouvrage-là. Et en fait, je me rends compte que ça me demande un effort, mais énorme. Un petit peu comme quelqu'un qui aurait le goût de l'échec et un tennisman, par exemple, qui, euh, qui est plus attiré dans la conception de son esprit, de son mental. Son mental est fait un peu pour privilégier l'échec. Bon, ça vient de la façon dont il a été éduqué, de ses relations à son père, sa mère, que sais-je. Voilà, et qui fait qu'en définitive, il y a la peur de cette réussite. Il y a quelque chose qui fait que on ne peut pas aller vers cette réussite de façon facile, quoi. Alors, ces athlètes, si, si la société découvre qu'ils ont un potentiel suffisant, vont être briefés maintenant, ils vont avoir des thérapies, voilà, ils vont être aidés psychologiquement à sortir de cet état d'esprit. Ce n'est pas mon cas. Et donc, je me rends compte à quel point c'est compliqué de pouvoir pratiquer comme ça. J'ai commencé, mais il y a toujours un moment où mon cerveau a envie de s'échapper, quoi. Parce que c'est une contrainte, en fait. C'est quelque chose, normalement, qu'on apprend à l'école, comment rédiger, il faut rester devant, il faut pouvoir se concentrer, avoir ce... Et c'est ça l'intérêt, d'ailleurs, de l'école. L'école, c'est une usine à apprendre à se concentrer. C'est génial quand on y réfléchit, parce qu'on a besoin de cette concentration, etc. Donc, c'est là où ceux qui sortent de l'école, c'est ceux qui ne peuvent pas se concentrer. Et c'est eux qui auraient le plus besoin de l'école, justement, pour pouvoir apprendre à se concentrer. Donc il y a vraiment une mauvaise visibilité de la société, de l'État. En réalité, il devrait mettre la plus grande partie de l'énergie dans ceux qui ont une grosse difficulté à se concentrer, à pouvoir rester en place, à pouvoir, pour telle ou telle raison, ou qui savent, qui n'arrivent pas à lire correctement parce qu'ils sont dyslexiques, ou qui ont une forme d'autisme, ou qui sont trop hyperactifs, ou quoi que ce soit. Donc, mettre toute l'énergie pour ces gosses-là qui ont un problème. Et moi, je pense que je cumule tout un tas de trucs comme ça. En fait, je suis sorti direct du système scolaire. Ils m'ont jeté. J'étais un élément perturbateur, donc j'ai été renvoyé. Voilà, j'arrivais pas à me concentrer. C'était impossible pour moi. Voilà. Donc, je me souviens même plus des écoles que j'ai fait. J'ai plus de mémoire tellement de ça, quoi. Je sais que j'ai fait une sixième, mais est-ce que c'était une vraie sixième ou une sixième de transition? Je m'en rappelle plus. Et puis après, je suis sorti de ce modèle-là et je suis allé dans un centre d'apprentissage où j'arrivais pas plus à apprendre, d'ailleurs. C'était impossible et en plus, ça me plaisait pas le métier qu'on voulait me faire
apprendre. Je ne l'ai pas choisi, on m'a poussé là-dedans, etc. Bon, bref, c'est une catastrophe. Mais en même temps, voilà, c'est ce qui a permis voilà, c'est comme ça que devait se dérouler ma vie. J'ai pas, et je suis le résultat de ça, donc je regrette absolument rien de tout ce qui a été fait. C'est comme ça que ça devait se faire. Simplement, pour, euh, pour les autres, pour mes frères humains qui arrivent, je pense que l'État devrait vraiment travailler sur ces enfants, mettre tout le paquet là-dedans et soigner les enfants, les parents, etc., etc. Voilà. Et je pense que c'est pas si compliqué. Et je pense aussi que l'avenir sera aux sociétés, aux nations qui mettront le paquet dans la psychologie, qui feront sortir des universités des dizaines de milliers de psychologues. Et vraiment des bons, quoi, qui travailleront sur cette psychologie. Parce que ces psychologues sont, voilà, il en faudrait un par classe, quasiment, si on voulait vraiment travailler sur l'humanité et l'aider à progresser et éliminer un peu tout ce qui pose des problèmes à l'être humain pour vivre de façon harmonieuse et agréable. Voilà. Et donc, j'ai commencé à lire un petit peu cette idée sur Nietzsche, vérité et mensonge au sens extramoral. J'ai écrit 4 lignes. Je vais les lire d'ailleurs. Je pense que Nietzsche a compris à peu près tous les mécanismes de la vie humaine et de l'évolution de l'humanité. Mais parce qu'il s'oppose à eux, à cette évolution, donc à ce qui se passe exactement, à la réalité, au réel en fait, à la façon dont le monde se déroule. Il s'y oppose, il est en contestation, il n'est pas d'accord avec ça. Là, voilà, dès le début, il va dire, où est-ce que c'est ça? Voilà, au détour de quelques coins de l'univers, inondé de feux d'innombrables systèmes solaires, il y eut un jour une planète sur laquelle des animaux intelligents inventèrent la connaissance. Ce fut la minute la plus orgueilleuse et la plus mensongère de l'histoire universelle. Voilà, donc, mais ce ne fut cependant qu'une minute. La plus mensongère, alors, oui, si on le prend au niveau poétique, tout à fait, mais en même temps, on est obligé de comprendre que la connaissance, si l'humanité est rentrée dans la connaissance, il y a un sens. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'on s'est distingué des autres primates, qu'on s'est mis debout, qu'on a commencé à améliorer un langage, à le sophistiquer, les relations, l'outillage, tout ce qui permet justement de développer la concentration, de développer la maîtrise de soi, et la connaissance vient derrière, cette obligation à la connaissance arrive. Et c'est là où il ne va pas au fond des choses en fait. Donc je continue. Il n'en comprend pas la logique donc du fondement. C'est juste un problème d'humilité pour moi. C'est un problème de caractère. Et c'est ça que je vais développer à partir de cet ouvrage-là. Son caractère le poussant à vouloir être calife à la place du calife, en fait, il veut apporter une vérité en somme. Il ne parvient pas à voir la logique profonde sous l'apparence des choses. Il voudrait que le monde soit comme il le désire en somme, pas comme il est. Et en fait, ça fait que parce que la critique est fondamentale. Mais on doit comprendre les choses, et je pense que c'est Hegel qui a compris ce mécanisme-là, justement. On doit comprendre les choses, et après, bien sûr, on peut les critiquer.
mais on doit comprendre la place des choses, pourquoi les choses sont comme ça, pourquoi il y a un maître, un esclave à un certain moment qui s'impose dans l'humanité, pourquoi ce mécanisme est là, et après on peut dire, voilà, déjà on peut en montrer la complexité, que le maître est l'esclave de son esclave, finalement, que c'est que c'est loin d'être la meilleure place, etc., etc., que la souffrance est peut-être pas la pire des places de l'humanité, dans l'humanité, par rapport à celui qui inflige la souffrance, etc., etc. Et en même temps, contester ça. Après, critiquer pour l'avenir. En fait, tout ce qui s'est passé, c'est ce que j'écris sur la mécanique universelle. Tout ce qui s'est passé devait se passer comme ça. Donc, voilà, c'est plus la critique qu'on peut faire sur le passé, c'est pas pour le refaire, c'est pour éviter que le futur le fasse. Voilà. Mais en fait, si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Donc c'était comme ça que ça devait se passer. On devait, malheureusement, on devait se rencontrer, l'Occident devait rencontrer l'Amérique avec cette violence, ce génocide, disons-le, etc., etc. Parce qu'ils ne savaient pas, ils ne pouvaient pas le faire autrement. C'était impossible. Maintenant, ça, on peut l'attaquer. On peut passer justement on peut être woke à bloc pour dire cette chose-là, il faut la condamner. L'Occident doit se regarder en face, doit faire son mea culpa, doit restaurer l'honneur perdu de ce monde qu'il a abusé, doit ravaler son narcissisme, doit ravaler sa violence qu'il distribue encore, etc., etc. Donc on peut attaquer complètement l'Occident, c'est ce que je fais, tout en comprenant que ça n'était pas possible d'évoluer d'une autre manière. Et c'est ça qu'il manque à Nietzsche, à mon sens. C'est ce qui fait qu'il est conscient qu'il faut faire la généalogie, il fait la généalogie des choses, il fait la généalogie de la morale, il comprend l'évolution de l'humanité, mais parce qu'il ne va pas, parce qu'il conteste Dieu, en somme, parce qu'il conteste l'évolution telle qu'elle est, il ne peut pas toucher la vérité. Voilà, c'est complète. Et c'est ça qui va faire sa souffrance, et c'est ça qui va faire qu'il n'atteint pas ce que Hegel a atteint, ou ce que Platon a atteint, ou ce que les religions ont atteint. Et c'est pour ça qu'il est en opposition contre les religions, parce qu'il n'arrive pas à comprendre cette logique-là. Il n'arrive pas à admettre que le monde est parfait, que tout est parfait dans le meilleur des mondes. Voilà. Il n'arrive pas à admettre cette logique de Leibniz, et Leibniz ne dit pas ça en l'air pour rigoler, pour faire rigoler là, ou pour qu'on lui saute dessus. Il le dit parce qu'il l'a compris. Voilà l'histoire. Voilà, donc je vais arrêter là sur cette première vidéo qui servira d'introduction. Et je remercie encore cet internaute d'avoir mis son commentaire, ce qui m'a conduit à prendre cet ouvrage-là que j'avais chiné, Vérité et mensonge, que j'avais pas lu, que j'ai toujours pas lu, et que je vais lire en même temps. Et je vais continuer malheureusement cette façon de pratiquer. Pour l'instant, je n'y arrive pas. Il y a quelque chose qui m'empêche de faire un résumé comme ce que font toutes les personnes qui vont faire des conférences. Ils font un brouillon de conférence et puis ils peuvent le dérouler sans les voilà, machin, des voilà, j'en mets à tire-larigot, des etc. Tout ça, tout ce genre de truc qui est insupportable, et donc seuls les alpinistes fous furieux
parviennent à la fin de ces vidéos, où la plupart du temps, c'est là où ça se passe, un peu vers la fin, c'est là où s'il y a quelques perles qui doivent être retirées de ces propos comme ça, complètement émotionnels et explosés, on pourrait dire, eh ben ça se situe bien souvent vers la fin. Voilà, donc je vous remercie et puis je vous dis à tout de suite.